Hello and welcome to Bonjour et bienvenue à l'Assemblée annuelle 2019 du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Je suis M. Vilkas du département de la communication. Bienvenue à la conférence de presse du G24. Je vais présenter les orateurs. Premièrement, deuxième à ma droite, nous avons M. Julio Velarde, président du groupe et gouverneur de la Banque centrale du Pérou. À sa droite se trouve Monsieur le premier vice-président, Monsieur le vice-président et ministre des Finances du Ghana. Et à sa droite se trouve le représentant de l'Iran au FMI, gouverneur de la Banque centrale de l'Iran. Et à ma gauche et à la gauche de M. Velarde se trouve Mme Marie-Lou Houy, secrétaire du G24. Nous aurons une allocution liminaire suivie de questions et réponses. Nous serons brefs. Nous avons eu une séance il y a quelques minutes avec la directrice générale du FMI et le président de la Banque mondiale. C'était notre première réunion. C'était une réunion constructive. Nous représentons 3 continents, l'Asie, et l'Amérique latine, entre autres. Vous avez dû prendre connaissance du communiqué et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. À présent, nous allons passer aux questions. Vous pouvez vous présenter et dire qui vous représentez. Le monsieur. Merci. Je suis Simon Ateba de Today News Africa à Washington. Ma question s'adresse au ministre des Finances du Ghana. Monsieur le ministre, nous savons que l'économie ghanéenne est en pleine expansion. Au FMI et à la Banque mondiale, cette économie est bien notée, mais les inégalités entre femmes et hommes se creusent au Ghana. Que fait le Ghana pour réduire ces inégalités et stimuler encore plus la croissance du Ghana? Merci. Merci. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à une question sur le Ghana. C'est le G24. Comme vous avez dû le constater, depuis son entrée en fonction en 2017, notre gouvernement a contribué à l'amélioration des indicateurs. Nous avons augmenté les ressources pour les cantines scolaires. Le nombre de filles scolarisées a augmenté. Le nombre de participants au programme LEAD a également augmenté et les filles sont très représentées. Notre priorité, c'est d'éliminer la pauvreté. Nous voulons nous assurer que des services sociaux comme la santé et l'éducation sont davantage accessibles et je crois que nous le faisons avec succès. Le ministère de la parité homme-femme a fait des efforts. Je crois que les retards de croissance chez les enfants ont également reculé. Nous persévérons malgré des ressources restreintes. La qualité de l'éducation, l'accès à la santé, à l'éducation pour tous sont parmi nos priorités. Et il y a des progrès dans l'ensemble. Nous voulons pérenniser la croissance, surtout avant une année électorale. Nous voulons faire preuve de discipline afin de bien gérer les dépenses tout en augmentant les recettes intérieures. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Une question à la deuxième rangée. Bonsoir.
Fabrice Nodlanga du Figaro à Paris. Les ministres des Finances du G7 examinent un rapport sur les crypto-monnaies, la Libra, pour ne pas la citer. Et cette initiative est envisagée avec des suspicions. Que pensez-vous de la crypto-monnaie Libra? Est-ce que ce serait une solution de remplacement pour le dollar qui contribuerait à relancer les investissements internationaux? Merci beaucoup. Les banques centrales ne parlent pas de crypto-monnaie, mais plutôt de crypto-actifs. Ce sont des moyens de paiement. La Libra pourrait être différente, mais vous avez pu voir qu'il y a une certaine réticence. Et ce serait une mauvaise idée d'avoir un panier de monnaie. Je ne pense pas que la France veut utiliser un panier de devises. Elle veut utiliser l'euro. Et nous ne voulons pas nous trouver dans une situation de conversion. Les paiements interdevises coûtent très cher. Vous pouvez constater que même les fintechs sont comme Netflix. Si vous payez 8 ou 9 dollars par mois, vous pouvez effectuer 150 transactions. La Colombie, le Chili, le Pérou et le Mexique travaillent afin d'améliorer ces paiements entre devises. Il y a un centre régional à Singapour qui a commencé à travailler avec la BRI et nous essayons de nous appuyer sur ce qui se passe en Inde. C'est un moyen d'expansion des paiements internes et nous pensons qu'au niveau international, ce type de transaction serait très coûteux. Il s'agit d'abord de crypto-actifs. L'année dernière, la BRI a estimé que tout cela coûtait très cher. Ce n'est pas écologique. Je ne vais pas citer certaines crypto-monnaies, mais leur production entraînerait une consommation d'électricité équivalente à celle de la Suisse, ce qui n'est pas acceptable. Toutes les banques centrales travaillent sur la question des paiements initiaux. Et nous essayons de voir ce que la situation sera dans 10 ans, mais personne ne sait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le monsieur à la 3e rangée, après on donnera la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Je suis un journaliste chez Reuters ici à Washington. L'un des sujets évoqués a été le commerce. Quelle est votre analyse des effets de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sur les économies de vos pays? Est-ce que ces effets empirent? Est-ce qu'il y a une modification au niveau de la chaîne d'approvisionnement? Quel est votre message pour Donald Trump et pour le président Xi pour que cette guerre prenne fin? Les droits de douane causent des distorsions
en eux-mêmes, mais le pire, c'est l'incertitude. Vous savez qu'il y aura une application de 20% de droits de douane, mais vous ne savez pas quand et quels seront les effets. Même en Europe, il y a des craintes d'application de droits de douane aux véhicules provenant de l'Europe. Les effets sont visibles en Chine mais aussi à travers le monde. Cela génère une incertitude qui affecte l'investissement et la croissance. Le FMI parle d'un ralentissement synchronisé, partiellement causé par cette guerre commerciale. La directrice générale du FMI a évoqué un chiffre, l'effet sur le PIB mondial. L'effet de cette guerre sur le PIB mondial a été estimé, mais l'estimation n'est pas définitive. On sait qu'il y a une incertitude qui réduit l'incitation à investir. Il y a même un risque d'inversion des flux de capitaux. Donc, il y a des effets de contagion. Cette situation a des effets sur presque tous les pays du monde. Donc, il y a des effets notamment sur l'investissement. Merci. Madame? Camille Chikoya. Pendant l'Assemblée générale des Nations unies le mois dernier, l'OMS a proposé une couverture santé universelle. Et j'aimerais bien connaître votre avis, surtout l'avis des économies en développement. Je m'adresse aux représentants du Ghana pour l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, la santé est un bien auquel nous avons tous droit et que nous devrions tous avoir, mais nous avons besoin d'un système de santé national solide. Nous avons pu augmenter le nombre de personnes bénéficiant de l'assurance maladie. L'accès est beaucoup plus facile depuis l'an 2000. Il y a moyen de régler ces polices d'assurance par téléphonie mobile et faire des transactions de cette manière. Cela coûte cher, mais sans santé, on n'a pas de productivité, donc nous appuyons ce système. Nous avons encore le temps d'entendre une question. Anita Rio. Le G20 va discuter aujourd'hui et demain de la proposition de l'OCDE concernant l'érosion fiscale liée à l'économie numérique. Il s'agirait de générer des ressources supplémentaires pour les pays en développement. Voyez-vous une difficulté à cela? On en parle dans notre communiqué. On en a discuté avec certains pays et ça n'est pas si simple. Et on voudrait négocier un accord où les pays en développement
recevrait un certain montant en fonction du montant d'affaires qu'il pourrait générer, ce qui est difficile. On a déjà imposé les entreprises, c'est ça qui a un effet dissuasif, de sorte que, à défaut d'un accord à l'échelle du monde, sans compter que les normes ne seront pas forcément adoptées par tous les pays, mais il faut s'attendre à une norme recommandée. Il faudrait une norme que tout le monde pourrait suivre, mais tel n'est pas le cas. Je crois que on ne sait pas non plus quelle sera la répartition. L'OCDE a jugé opportun de remettre en cause un système qui fonctionnait depuis les années 90, comme quoi la présence physique était associée à une imposition. Pour le groupe des 24, c'est l'occasion de remettre en cause le système mondial, parce que les choses ont changé. Il faut trouver un moyen de partager entre entreprises présentes et avec l'éthique. Il s'agit de se demander comment on financera, comment on s'y prendra. Il faudra créer une nouvelle classe d'actifs où se situera l'échange de produits de base. Autant de questions que nous poser. Parce que si on veut augmenter la prospérité mondiale, si on veut atteindre les objectifs à l'horizon 2030 du développement durable, il va falloir revoir le système en profondeur. Pour moi, c'est une période passionnante que celle que nous vivons, qui va permettre de tout mettre à plat, et tout repenser, et tout remettre en cause ce que nous avions pris pour acquis sans nous poser de questions. Dans notre communiqué, nous avons indiqué que l'OCDE avait proposé une démarche globale qui pourrait être un cadre général. Mais il reste encore de nombreux détails à régler qui seront peut-être négociés et des options seront présentées. Le point de vue des pays en développement doit se faire entendre, certes, mais pour que le débat soit éclairé, il faut bien sûr obtenir davantage de renseignements sur les options. Quel sera l'impact de tout cela? Ne serait-ce que pour pouvoir développer un argument et dire comment les bénéfices sont répartis, comment les impôts sont répartis. Ce que l'on veut, c'est en fin de compte un système équitable. Mais je le répète, beaucoup de détails doivent être réglés auparavant. Merci. Je pense que nous pouvons mettre un terme à cette conférence de presse. Merci de vos interventions, de nous avoir présenté vos idées. Et à la prochaine fois.